Dans ce journal présidentiel de novembre prochain au Burkina, la liste provisoire des candidats retenus compte 14 noms. Vous découvrirez ces noms dans un instant. Ils ont été sélectionnés après 48 heures de travaux de la commission ad hoc de la CENI. Dans ce journal également, lancement des activités de commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Les acteurs clés étaient réunis au mémorial Thomas Sankara aujourd'hui en présence de l'ambassadrice de Cuba au Burkina. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal. L'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a remis son rapport 2019 au chef de gouvernement burkinabé aujourd'hui. En attendant la publication de ce rapport le 14 octobre prochain, le Premier ministre a dégagé des recommandations afin de lutter contre la fraude dans le domaine des marchés publics, également de grandir la bonne qualité des travaux. Le président du conseil de régulation de l'ARCOP est au micro de Abdouraminier. Je pense que nous venons de respecter une des dispositions réglementaires en matière de commande publique, notamment l'article 6 du décret 50 qui dispose que chaque année, à l'année N plus 1, le conseil de régulation dresse un rapport d'activité et le présente à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et c'est ce que nous venons de faire. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a pris acte et il nous a félicité du contenu du rapport qui est très riche. Et il a également fait des recommandations. Il nous a demandé, il nous a exhorté à mener un travail professionnel de sorte à ce que la commande publique soit un outil au service du développement. Et débarrasser d'un certain nombre d'états que vous connaissez, c'est la corruption, c'est la fraude, c'est le manque de transparence, afin que justement les deniers publics soient utilement et mieux utilisés, et afin de donner aux populations, à nous tous, aux populations, des infrastructures de haut vol, des infrastructures de très bonne qualité. Présidentielle de novembre prochain au Burkina, 14 candidatures sur 23 provisoirement retenues. Ces 14 candidats ont été retenus donc par la commission ad hoc de la CENI après 48 heures de travaux. Cette liste sera revue par le Conseil constitutionnel par la suite. Les noms des candidats provisoirement retenus dans ce reportage signé Mami Kamabou. 23 au départ, ils ne sont plus que 14 potentiels candidats pour la présidentielle du 22 novembre prochain. La commission ad hoc de validation des candidatures de la CENI a rendu public le résultat de ces travaux. On a arrêté 14. Et ce que je dois dire à l'étape actuelle, c'est que pour une première, cette fonction a été donnée à la CENI de recevoir les candidatures et de les valider dans un premier temps. Et maintenant, le contentieux est géré par le Conseil constitutionnel. Je pense que nous sommes très heureux d'avoir pu accomplir cette tâche-là. Et si vous aviez pu participer, vous auriez vu que pour la première fois, un candidat vient devant la commission et son dossier lui est décortiqué. Et évidemment de façon démocratique, sans violer la loi. Sont donc toujours en course pour la présidentielle Tahirou Barry, Zéphirin Diapré, Ambroise Farama, Rochma Christian Kaboré, Monique Yelikam, Aruna Kindo, Edi Komboyigo, Ablassé Ouetraogo, Gilbert Noël Ouetraogo, Kadré Désiré Ouetraogo, Do Pascal Sessouma, Abdoulaye Soma, Claude Aimé Tassambedo et Yacouba Isaac Zida. Je dois dire que cela nous réjouit, mais on peut aussi dire que c'est sans grand étonnement quand on sait tout le soin qui a été mis dans la confection de ce dossier de candidature et à bonne date, et quand on sait aussi toute la mobilisation qui l'a accompagné. L'essentiel, c'est de dire que nous constatons que notre candidature a été acceptée avec plus de 128 parrainages, parce que si on remet les 10 parrains qui ont été écartés, ça revient à 138.
c'est une satisfaction. C'est une étape importante que nous venons de franchir ce soir. Il nous reste que le parcours va être long, mais nous sommes là. Absence de quittance de versement de la caution de 25 millions, défaut de parrainage et non-respect de l'âge requis, voilà entre autres les raisons qui ont justifié la disqualification de 9 autres candidats. Ce n'est pas qu'on n'a pas eu effectivement les 25 millions, mais on n'a pas eu la chance effectivement de les déposer au Trésor public. Nous sommes en train de voir, nous allons aller vers la Cour constitutionnelle et on verra, Inch'Allah. Dans mon cas précis, vous allez remarquer qu'à partir de l'âge déjà, ils ont déjà bloqué le dossier. Et comment? Je pense que c'est des lois vraiment liberticides qu'il faut totalement changer dans un pays de plus de 75% de jeunes qui n'ont pas 35 ans. C'est inadmissible que l'on élise un président sans permettre à ces jeunes-là de se faire représenter. Après l'étape de la CENI, les 14 dossiers retenus seront passés au peigne fin par le Conseil constitutionnel. L'association Vision Montrelle Solidarité a regroupé différentes structures pour passer des messages de paix et de réconciliation. Plus exactement, elle a voulu rappeler à la population les priorités du moment et l'importance de l'implication de la diaspora dans les prises de décision du pays. Le point de la rencontre tenu aujourd'hui avec Raketa Bilgo et Sanata Seré. Exhorter les Burkinabés à une réconciliation nationale, tel est l'objectif visé par l'association Vision Montrelle Solidarité. Face à la presse à ce jeudi, les responsables ont communiqué des messages de paix et de solidarité afin de consolider l'unité nationale au Burkina Faso. Nous devons comprendre tous ensemble que le combat que nous menons là, c'est pour les Burkinabés. Et qui dit Burkina Faso ne parle pas seulement de ces 274 000 km². Ce n'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Le Burkina Faso, il faut qu'on le reconnaisse, ce n'est pas 45 provinces, 13 régions, 20 millions d'habitants. Non. Le Burkina Faso est devenu aujourd'hui même, je pourrais dire, un label. On ne peut pas parler du Burkina en se cantonnant seulement sur le territoire national. Cette conférence de presse a permis aux leaders du mouvement Amachachinyu d'inviter les Burkinabés à se consacrer aux défis du moment, notamment l'insécurité et la réconciliation nationale. Pour eux, aller aux élections devrait être le cadet des soucis des Burkinabés. Lorsque le peuple se met debout et dit, vous voyez, les hommes politiques, vous voulez aller aux élections, mais nous qui subissons les attaques terroristes, nous qui subissons la vie chère, nous qui subissons des problèmes économiques, nous estimons que vous ne devez pas aller à ces élections. Et en repoussant ces élections, il n'y aura aucun vide juridique. Peut-être que vous alliez parler de vide juridique, il n'y aura aucun vide juridique. Parce que la loi est faite pour les hommes. La constitution est faite par les Burkinabés. Si les Burkinabés décident que nous suspendons cette constitution, nous allons à une transition. Pour revenir même avec une nouvelle constitution, c'est possible. Si le peuple décide, en repoussant ces élections, nous devons trouver des solutions ensemble. Même si ce n'est pas une charte pour gérer cette phase de transition, c'est possible. Les conférenciers du jour appellent les autorités à prendre en compte les préoccupations des Burkinabés de la diaspora en les impliquant dans les prises de décisions majeures en lien avec la vie de la nation. Je vous en parlais en titre. Le Comité international du mémorial Thomas Sankara a lancé officiellement ce jeudi les activités commémoratives du 33e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Ce mois d'octobre déclaré mois de mémoire et de gloire pour le Burkina et Cuba par le comité est l'occasion pour ces derniers de célébrer l'amitié qui régnait entre les deux leaders révolutionnaires Thomas Sankara et Che Guevara. La cérémonie de lancement s'est tenue au mémorial Thomas Sankara aujourd'hui. C'était en présence de l'ambassadrice de Cuba au Burkina, Maxime Joël Bambara. À travers cette cérémonie, le Comité international du mémorial Thomas Sankara lance ainsi les activités commémoratives du 33e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution d'août 83. Exposition photo, conférences, inauguration de l'université Thomas Sankara, sortie d'immersion à Pau, sont entre autres activités inscrites dans l'agenda du comité. Et cette journée du 8 octobre est l'occasion pour Serge Bayala et ses camarades
de rendre une fois de plus hommage et célébrer l'amitié qui a régné entre Che Guevara et Thomas Sankara. Nous avons la journée du 8 aujourd'hui qui est consacrée à la mémoire, une mémoire de gloire entre Cuba et le Burkina Faso à travers leurs deux personnages charismatiques que l'histoire nous a donnés, en la personne de Ernesto Che Guevara et du président capitaine Thomas Noël Isidore Sankara. Et c'est un vernissage, une exposition photo qui fait une sorte de croisée entre les vies et les expériences de ces deux personnages. Et surtout, c'est une initiative que nous avons pu avoir avec la parfaite collaboration de son Excellence Madame l'ambassadrice de Cuba, qui a bien voulu nous suggérer une telle activité que nous avons associée au programme général. Présente à cette cérémonie, l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso a salué l'initiative qui, pour elle, contribue au renforcement des liens de solidarité et d'amitié entre les deux peuples. Cette célébration est très très importante pour nous. Moi, je voudrais commencer par remercier le mémorial et aussi nos camarades de l'association d'amitié et solidarité avec Cuba et l'Amérique latine. Entre nous tous, on a eu l'idée de faire une commémoration pendant tout le mois d'octobre. Alors pour Cuba, c'est vraiment en fait très très important que on a pu s'allier entre tous pour montrer un peu de la vie et de l'histoire de deux pays. Thomas Sankara, sous le signe de l'amitié, c'est du reste sous ce thème qu'est placé ce vernissage qui retrace le parcours de l'homme. Un thème très important pour le docteur Jean-Hubert Bazier, ancien ministre de la Communication de Thomas Sankara, pour qui la vie de ce dernier était bâtie autour de l'amitié. L'amitié a porté Sankara depuis son enfance, son adolescence et sa jeunesse. Thomas Sankara a eu foi en l'amitié. Il a eu la chance de connaître l'amitié, d'en bénéficier et de se sacrifier aussi au nom de l'amitié parce qu'il a refusé de trahir ce qu'il pensait être une amitié entre lui et Blaise Compaoré. Il a préféré que ce soit lui qui subisse la trahison plutôt que de trahir. Après cette cérémonie officielle de lancement, les activités commémoratives du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara se poursuivront jusqu'au 31 octobre prochain. Le comité international du mémorial Thomas Sankara entend faire une immersion le 13 octobre prochain à Pau, ville où la révolution a été réfléchie avant de conquérir la capitale Ouagadougou. Après Pau, c'est Koudougou où une garnison considérée comme pro-Thomas Sankara a été rasée lors des événements d'août 83 qui va accueillir le comité le 27 octobre. Mais avant, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs est prévue au barrage de Tanguin le 20 octobre en hommage au leader de la révolution cubaine disparu dans un crash d'avion en pleine mer. Le 6 octobre dernier, le maire de la ville de Ouagadougou était dans l'arrondissement 4 pour visiter le collège de Touquin, nouvellement construit. L'ensemble de l'infrastructure est estimé à 170 millions de francs CFA, financés avec l'appui de partenaires. Les élèves du collège de Touquin, eux, vont pouvoir occuper leur salle de classe. À très bientôt, le reportage avec Fatima Tanikiema. Un bâtiment R+2 de 6 salles de classe, un bâtiment administratif, un bloc de 6 latrines et 3 salles de classe de normalisation. Telles sont les réalisations visitées ce mardi 6 octobre sur le site de l'école primaire de Touquin, situé dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Ce sont des bâtiments fin prêts, mais les élèves doivent encore attendre avant d'occuper ce joyau. Nous sommes en train de faire le tour de ces sites pour voir la réalisation effective de ces bâtiments et voir si tout est fin prêt pour accueillir les futurs élèves qui, pour le moment, sont toujours dans les anciennes classes. Et comme c'est le continuum, dès qu'on va ameubler ces classes-là, nous pouvons rejoindre ce bâtiment pour pouvoir continuer les cours. Cette visite du maire central a servi de cadre pour les premiers responsables de l'établissement d'exposer les difficultés qui s'imposent à eux et de formuler des doléances. Doléances qui a vu un écho favorable auprès du maire central et de celui de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'établissement où nous sommes à Touquin n'a pas de clôture, il y a un assainissement à faire à l'intérieur. Tout ça sont des besoins réels que nous avons constatés. Et comme je le disais, avec le maire de l'arrondissement 4,
Nous allons voir, au regard des investissements qui vont être faits dans l'arrondissement, comment nous pouvons greffer ces différents investissements de commodité, notamment la clôture, l'assainissement à l'intérieur de l'établissement, pour pouvoir mettre vraiment le CEG de Touquin aux normes nationales. Le CEG fonctionne. Le CEG fonctionne parce que l'établement qu'on en avait, c'est ça qu'on a utilisé. Mais à proprement parler pour le CEG, la commande est faite au niveau de la Chambre des métiers. Et je crois que d'ici quelques semaines, ils doivent mettre ça à la disposition du CEG pour que les travaux puissent se poursuivre normalement. La construction du bâtiment R+2 qui va servir de collège d'enseignement général de Touquin, le bâtiment administratif et le bloc de latrines a été financé par les fonds de l'État central et la commune de Ouagadougou à un coût global de 142 millions de francs TTC. Quant au bloc de 3 classes de normalisation de l'école existante, la réalisation a été financée par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales avec le soutien de l'Agence française de développement à hauteur de 28 millions de francs CFA. À compter d'aujourd'hui, 8 octobre, l'Institut africain de management, IAM, devient l'Université de l'unité africaine, un baptême qui intervient à l'occasion de la rentrée académique prévue le 15 octobre prochain. IAM, aujourd'hui Université de l'unité africaine, a formé des milliers d'étudiants en 14 ans d'existence. Michael Toukri. La première option était de rebaptiser l'Institut africain de management IAM en Université Thomas Sankara. Et selon le PCA de cet institut, toutes les procédures ont été respectées pour passer de l'IAM à l'Université Thomas Sankara. Mais seulement le Conseil des ministres du 22 juillet va stopper les ambitions de Ahmed Moussa Diallo. Le nom du père de la révolution burkinabé sera donc associé à l'université Ouagadougou. Les responsables de l'IAM vont ainsi opter de rebaptiser l'institut en Université de l'unité africaine. Une valeur prônée par Thomas Sankara, explique le président du conseil d'administration, Ahmed Moussa Diallo. Nous savions que le thème de l'unité africaine était cher à Thomas Sankara, donc nous avons voulu appeler l'université Thomas Sankara. L'université offre plus de possibilités, plus d'offres de formation qu'un institut. Donc, compte tenu des ambitions de l'IAM, nous avons accepté l'invitation du ministère à muter en université. En tout cas, pour cette année, nous allons mettre en place 2 UFR. L'UFR de droit et puis l'UFR de sciences économiques et de gestion. Cette nouvelle vision d'engager l'Institut sur le chemin d'une université répond à des ambitions, celle d'offrir davantage de formations de qualité aux étudiants et qui repose sur des valeurs. Malgré la crise du Covid-19, l'année académique à l'IAM a été achevée. Nous avons su anticiper, donc prendre les dispositions pour mettre en place un plan B à travers une plateforme en ligne à laquelle nous avons basculé dès que les cours ont été suspendus, ce qui nous a permis donc d'exécuter l'ensemble du volume horaire des 63 classes qui tournaient autour de 55 200 heures. Nous sommes une école abonnée au NTIC, donc cela n'a pas posé problème. Nous avons aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, des étudiants 2.0 qui sont toujours connectés. Et cette année, comme je l'ai dit, nous attendons 1600 étudiants. Et je pense que la tendance est bonne parce que j'étais un peu inquiet et dubitatif du fait que le baccalauréat, les résultats sont sortis très tard, mais à ma grande surprise, je me rends compte que nous connaissons un rush. Donc le niveau d'inscription est satisfaisant. Si le statut de l'IAM change et porte désormais le nom d'Université de l'unité africaine, les ambitions restent les mêmes, à savoir offrir un enseignement de qualité, former des ressources humaines compétitives sur le marché de l'emploi. Et pour le PCA de l'Université de l'unité africaine, l'environnement mondial impose de nouveaux défis, offrir de meilleures opportunités d'emploi aux étudiants. Et concernant l'Université de l'unité africaine, ex-IAM donc, une autre actualité révélée par la presse d'investigation, notamment cette affaire de non-reconnaissance du High School Diploma par le ministère de l'Enseignement supérieur du Burkina, également par l'ambassade des États-Unis au Burkina. Depuis 2014, en effet, le High School Diploma, diplôme américain équivalent plutôt du baccalauréat dans les pays francophones, est organisé au sein de l'ex-IAM, ce diplôme qui ouvre ainsi les portes des universités américaines aux étudiants. Une affaire qui fait donc grand bruit et le PCA Ahmed Moussa Diallo donne des explications au micro de Michael Toukri.
high school diploma déjà, c'est le diplôme qui sanctionne la fin des études au lycée, le high school au niveau des États-Unis. IAM est un centre d'examen. Les étudiants viennent à l'école ici, ils utilisent notre salle informatique pour composer aux États-Unis. Donc IAM ne délivre aucun document, aucun diplôme relatif au high school diploma. Donc c'est un centre d'examen, c'est un centre de composition. Nous, on s'assure juste que les étudiants ne trichent pas en composant aux États-Unis. Mais d'ailleurs, avec la pandémie du coronavirus, tout le monde sait aujourd'hui qu'on doit aller vers les cours en ligne. Et puis, ces diplômes délocalisés à l'international se font partout. Même l'université de Ouagadougou abrite des diplômes faits en France. Donc, je ne sais pas pourquoi une fixation sur le high school diploma. Qu'on nous dise de ne pas faire le high school diploma, oui, mais on ne peut pas dire que le high school diploma fait dans les locaux de IAM par ASL ne sont pas reconnus à l'international. Parce que ce qui nous aurait inquiété, si les universités refusaient le diplôme, mais les universités acceptent le diplôme. Vous avez vu les témoignages en direct ici. Donc nous, on est rassurés, on n'a aucun problème. Ce qui est sûr, si on ne le fait pas, d'autres pays le feront. Parce que tout autour de nous, les autres pays continuent à faire le high school diploma. Et dans la suite de ce journal, la Ligue des consommateurs et Afrique contre le tabac Akonta déplore la négligence dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ainsi donc, les deux structures s'unissent pour lancer la deuxième phase de leur campagne de sensibilisation sur la maladie. Elles ont officiellement parlé à la presse. Aujourd'hui, on en parle avec Abdouramini. Pendant au moins un mois, la Ligue des consommateurs du Burkina et Akonta vont intensifier la sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières. Cela à travers la diffusion de capsules en langue locale dans les médias sur tout le territoire national. Dans un contexte de relâchement des gestes barrières, cette campagne vise à rappeler à la population la présence de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Réaliser 2 capsules vidéo et 3 spots audio de sensibilisation à faire diffuser au niveau des radios communautaires et dans les réseaux sociaux, en vous proposant une solution simple, applicable et moins contraignante pour venir à bout de cette pandémie. Cette solution, c'est essentiellement les 3 M, à savoir masque bien porté, mains bien lavées et enfin maintenir la distance d'au moins 1 mètre. Avec la rentrée scolaire et aussi la campagne électorale qui s'annonce, les conférenciers du jour invitent toutes les populations et surtout les autorités politiques à prendre des précautions pour éviter une propagation de la maladie. Si vous avez remarqué, actuellement, ce sont les pré-campagnes. Les autorités même souvent, ils se trouvent dans la foule sans porter les masques. Et ça joue beaucoup sur le respect des mesures barrières. Il faut que ça soit clair. Les politiciens sont sur le terrain, ils mobilisent la population sans vraiment tenir compte des mesures barrières qu'eux-mêmes ils ont édictées. Pour le président de Akonta, certaines personnes continuent de douter de l'existence de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Il espère pouvoir les convaincre afin que les mesures barrières soient appliquées par tous. Rappelons qu'à la date du 5 octobre 2020, 25 nouveaux cas ont été enregistrés au Burkina Faso, ce qui porte à 2222 le nombre total de cas avec 685 patients sous traitement. L'amicale des seniors de l'administration du travail du Burkina a rencontré les inspecteurs retraités de la fonction publique ce jeudi. Il était question de cohésion sociale et de paix, le cadre donc qui a été créé pour un partage d'expériences a rappelé l'importance de l'apport des personnes du troisième âge pour une bonne harmonie dans la société Saint-Germain. Le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale place la contribution des retraités dans la promotion de la cohésion sociale au cœur de ses préoccupations. Cette rencontre avec ces personnes du troisième âge a été une occasion pour le directeur du cabinet de ce ministère de les inviter à être des vecteurs d'un meilleur vivre ensemble. L'amicale des seniors de l'administration du travail du Burkina Faso, qui dispose d'une expertise avérée dans ce domaine de l'administration du travail, sera sans aucun doute sollicité
pour contribuer aux réflexions et aux actions à venir. À ce titre, l'on ne peut s'empêcher de saluer l'heureuse coïncidence de votre rencontre avec le tout récent atelier organisé le 24 septembre 2020 par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et consacré à la validation d'une stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique au Burkina Faso. C'est donc une opportunité et une occasion pour le ministère d'impliquer la SATB dans sa stratégie de valorisation de l'expertise publique. Pour une meilleure participation à la cohésion et à la paix sociale, ces seniors de l'inspection du travail se disent disponibles à mettre leur expérience au profit de la jeune génération. Notre apport se fera par le canal de nos petits frères, les contrôleurs et inspecteurs du travail qui sont en activité. Ils vont venir prendre conseil chez nous pour bien mener leur activité au service de la paix sociale. C'est un apport très important. La paix sociale, sans paix sociale, on ne peut rien faire. Il faut la paix sociale, il faut la cohésion sociale pour le développement du pays, pour le bonheur de tous ses enfants. Rappelons que la rencontre de l'amicale des seniors de l'administration du travail du Burkina se tient sous le thème « La SATB au service de la cohésion et de la paix sociale ». Les points majeurs qui seront abordés sont entre autres la révision des statuts, le rapport moral et financier et le renouvellement du bureau de l'association. Un reportage de Saint-Jacques-Koumadonk qui porte la voix de Abdoulrahim Niénié. Le 11 octobre prochain, la paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou se réjouira de 50 ans d'existence. Ce jubilé d'or invite donc à mettre en exergue l'exemple de foi de Saint-Jean 23. Les activités de cette célébration ont été présentées à la presse. Elles vont s'étendre du 11 au 31 octobre prochain. Sanata Séré. Dans moins d'une semaine, la paroisse à Saint-Jean 23 va célébrer ses 50 ans d'existence. À travers cette commémoration, les premiers responsables de la paroisse entendent jeter un regard rétrospectif sur la vie de la paroisse depuis sa création à nos jours, ceux en vue de trouver de nouvelles stratégies pour consolider les acquis des 50 dernières années. Elle se veut aussi une occasion de renforcer la fraternité entre paroissiens de Saint-Jean 23. D'une manière qu'on se retrouve, on se connaît, parce que comme nous avons dit, les paroissiens viennent de partout. Et ne viennent pas ici parce qu'ils vivent à côté de la paroisse. Ce n'est pas territorial. Donc les gens viennent de partout et viennent à la messe ou pour le sacrement et le repartent. Donc nous voulons que cette année soit une année où nous pouvons galvaniser les paroissiens, vivre ensemble spirituellement et humainement quelque chose de très fort. Et que nous ayons davantage le sens de l'Église. Qu'on ne vient pas seulement pour le sacrement et on disparaît, on ne vient pas seulement pour l'Eucharistie et on disparaît, mais que nous puissions vivre quelque chose de fort ensemble. Des conférences, des journées d'évangélisation ainsi que des jeûnes et prières, ce sont entre autres les activités qui vont marquer cette année jubilaire qui s'étend du 11 octobre 2020 au 31 octobre 2021. Remonter le temps pour retracer l'historique de la paroisse Saint-Jean 23 pour la postérité et la jeunesse, ainsi que la vie de son saint patron. Des célébrations de jubilés de mariage, de baptême, mais également des activités récréatives telles que les kermesses, les tournois de football avec la coupe de curé, les opérations de nettoyage et de réfection, voire de lustrage de nos installations de prière, telles que nous ambitionnons de plafonner notre Église, de la climatiser et de lui donner son autonomie en matière énergétique par l'autonomisation par le solaire. Ce jubilé doit placer sous le thème 50 ans de grâce. À l'exemple de Saint-Jean 23, soyons des témoins de notre foi, sera également une occasion de donner un autre visage à la paroisse à Saint-Jean 23, créée en 1969. Et pour que cette commémoration soit une réussite, le comité de pilotage compte sur le soutien moral et financier des paroissiens ainsi que des bonnes volontés.
Et puis avant de refermer ce journal, c'est officiel au Mali. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, a été libéré après 6 mois de captivité. L'ancien président de la commission de l'UEMOA avait été kidnappé le 25 mars dans le centre du pays par des hommes armés en pleine campagne électorale. La dernière otage française encore détenue dans le monde, Sophie Pétronet, a également été libérée. Elle avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez encore avec nous tout à l'heure à 20h35. Bernard Bougma reçoit pour vous Kwadjo Konombertin, candidat à la présidentielle de octobre prochain, donc en Côte d'Ivoire. Un entretien exclusif à suivre.